Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du mercredi 15 novembre 2017. Alors aujourd'hui, hier, comme vous avez pu le constater, la clôture de l'euro-dollar en haut, au-dessus de son drapeau baissier, avant l'inflation américaine. Alors attention, pas de précipitation, hein, c'est pas parce que l'euro-dollar a cassé le drapeau qu'il faut payer, payer. En tout cas, les positions vendeuses, le plan de trading a échoué. Et donc voilà. Alors, bon, je regarde rapidement les questions. Alors bonjour à vous Bruno, j'espère que vous allez bien. Est-ce que c'est reparti à la hausse? Alors on va y répondre hein, tout de suite. Il y a pas mal de questions sur l'euro dollar, voilà. J'en vois plein. Catherine, bonjour. Valentin, le roi UD très haut. H1, D1. Va-t-il retracer une idée? D'accord, très bien. Alors une idée de trading, d'accord. Le roi UD. Bonjour Valentin. Alors bonjour à vous. Ah oui, j'espère que vous allez bien. Merci. Un mot sur l'euro yen. Bonne journée, très bien. Alors comme vous avez pu le constater, hein, je vois par rapport aux questions, c'est l'euro. Hein. L'euro au centre d'attention. Alors la hausse de l'euro est due à cause de la baisse du dollar. C'est pas vraiment l'euro en soi-même. Il n'y a pas des statistiques qui ont permis à l'euro de progresser. C'est simplement qu'il y a un recul sur le dollar. Ce qui, le premier bénéficiaire du recul du dollar, c'est l'euro. Donc forcément, l'euro s'est apprécié. Mais d'un point de vue de justification, il y a pas réellement de facteur qui vient améliorer la situation de la zone euro entre avant-hier et hier. Voilà, il n'y a pas vraiment de changement. Donc cette hausse, elle n'est que technique, sous fond de crainte au niveau de la réforme fiscale américaine. Bonjour à vous Frédéric, Frédéric Sana, Frédéric Balp, Raymond que je salue également. Alors voilà, on va commencer tout de suite par l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous Dylan. Regardez un petit peu ce graphique. Voilà, on peut très bien voir les actifs risqués comme les marchés actions ou comme le dollar hein, qui est considéré comme une devise entre guillemets payée lorsqu'il y a du risque, de l'appétit pour le risque. Pour voir que voilà, les valeurs risquées sont dans le rouge alors que le yen, le yen progresse. Voilà, le gold reste inchangé. Tout de moins. Mais voilà, concrètement, les marchés actions, c'est pas le moment de les payer pour le moment. Les retracements peuvent être beaucoup plus importants. Je vous rappelle que ce qui affecte le marché pour le moment, on l'a beaucoup dit hier, mais c'est la réforme fiscale américaine. Et pour le moment, il n'y a pas de nouveauté à ce sujet-là. Calendrier économique. Alors nous avons eu le PIB de la zone euro. Alors non, pardon, ça c'était celui de hier. Voilà, je ne l'ai pas mis parce que nous avons pas mal de statistiques. Alors, on a eu le PIB japonais qui, comme vous pouvez le voir, c'est la première estimation, attention, du troisième trimestre. Première estimation, donc c'est plutôt, j'ai envie de dire, normal qu'il est en dessous de celle du second trimestre. Voilà, donc pas réellement d'inquiétude sur ces chiffres-là. Ce matin, 10h30, nous aurons des chiffres sur le salaire, sur le chômage britannique, qui seront très importants. Donc, en particulier le taux de chômage, même s'il est relativement bas, il sera important. Et surtout le salaire. Donc, le salaire qui est affiché, donc, revenu moyen, bonus compris, et ce revenu hebdomadaire exclu bonus. Voilà, ces revenus-là seront importants parce que c'est synonyme de l'inflation. Hausse des salaires, hausse de l'inflation. Et enfin, 14h30, des chiffres américains, l'inflation, l'indice des prix à la consommation core, l'indice des prix à la consommation classique, des ventes au détail, des chiffres sur le salaire, voilà. Pas mal de statistiques américaines, donc pas de précipitation non plus sur les positions en dollars. Ce n'est pas parce que le dollar a cassé sa précédente ligne de coup de son épaule inversée qu'il faut passer à la vente tout de suite sur le dollar. Il ne faut pas oublier qu'on a une hausse des taux qui va arriver en décembre, même si celle-ci est déjà pricée à hauteur de 92% d'après les dernières estimations. Mais voilà, vendre le dollar, attention, à faire avec prudence, je pense. Donc on arrive tout de suite sur l'euro dollar. Donc l'euro dollar, comme vous pouvez voir, progresse. Il a clôturé au-dessus de son canal, au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Concrètement, eh bien, Lord, Lord vendeur, la stratégie d'hier, eh bien, a dû être clôturée autour des 1,1760, 1,1770. Bon, est-ce que il y a une remise en cause des 1,15? Moi, je reste plutôt encore baissier, enfin dans le sens, j'ai plutôt une opinion baissier. Ça ne veut pas dire que j'ai une position baissière, attention, mais je maintiens mon opinion baissier d'un point de vue fondamental.
il y a encore pas mal de facteurs qui viendraient soutenir le dollar, à l'inverse, faire pression sur l'euro, déjà au niveau des politiques monétaires. Donc voilà, l'euro-dollar, bien qu'il y ait un signal haussier, je m'abstiendrai de payer. D'autant plus que actuellement, bon, comme vous pouvez le constater, l'euro-dollar teste une résistance à 1,1814. 1,1814, donc maintenant on peut enlever cette configuration. Qu'est-ce qui va se passer sur l'euro-dollar? Bon, alors on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Donc, le cours teste en intraday une résistance. À mon avis, c'est bien parti maintenant. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir, mais vous voyez, canal haussier, breakout des 1,15. Pourquoi pas une consolidation entre 1,20 et 1,15. Donc, bon, pour moi, on n'a pas réellement de signaux très importants à part ce momentum, mais bon, ça peut s'arrêter très net, hein, ce genre de chandelier, surtout sur l'euro-dollar. Regardez ici, d'accord? On avait un chandelier baissier et ensuite une consolidation. Donc, voilà, j'ai envie de dire. Alors ça, ce chandelier baissier, je vous rappelle que c'est lorsque Mario Draghi a annoncé la poursuite du quantitative easing de la BCE jusqu'à septembre 2018. Donc le cours hier a retracé intégralement la baisse provoquée par la poursuite du QE. Donc l'euro-dollar, bon, prochaine résistance 1,1913. Est-ce qu'il faut vendre 1,1913? Non, pas encore. Tant qu'on n'a pas de signaux baissiers, il faudra s'abstenir de vendre l'euro-dollar. Par contre, 1,20, maintenant c'est le niveau vraiment qui peut être intéressant à vendre. 1,20, pourquoi? Bien parce que c'est un seuil psychologique. C'est également le plus haut annuel et le plus haut de plus de 2 ans. Donc voilà, c'est une zone de résistance très importante. Donc voilà, pour le moment, on peut voir qu'il y a un momentum qui est haussier, que ce soit au niveau du prix ou de l'indicateur RSI. Ça ne semble pas se retourner. Donc pour le moment, voilà, c'est haussier sur le dollar à court terme. Maintenant, voilà, je suis clairement en faveur d'une baisse de l'euro-dollar jusqu'à 1,15. Maintenant, pour le point d'entrée, bien le point d'entrée, faut le voir plutôt comme une opportunité. Hein, c'est ce breakout de la moyenne mobile à 50 jours. 1,20, 1,20, pourquoi pas. 1,20, comme je l'ai dit, c'est un niveau de résistance. Si on casse les 1,20, concrètement, ça veut dire que l'euro-dollar va marquer des niveaux plus hauts annuels et l'objectif sera haussier jusqu'à 1,25. Donc, voilà, tout reste à faire encore sur l'euro-dollar. Certes, on a été sorti, mais si c'est pour revenir à la vente à 1,20 et qu'on atteigne les 1,15, ce sera peut-être plus intéressant. Voilà, donc à court terme, hausse de l'euro. Hausse de l'euro. Maintenant, attention, cet après-midi, on a l'inflation américaine qui est l'indicateur, l'IPC, c'est l'indicateur peut-être le plus suivi en ce moment sur le marché aux États-Unis. Donc voilà, soyez prudents sur cet IPC. Il est attendu en léger ralentissement à 2%. Donc ce 2%, c'est dû à la baisse, soit au pétrole ou soit aux produits alimentaires. Maintenant, comme vous pouvez le voir, l'inflation corps, elle est attendue stable. Donc si elle est à 1,7%, on ne devrait pas avoir un impact non plus très négatif. Cette inflation corps, hein, je parle bien. Parce que au final, elle restera stable. Donc voilà, soyez prudents cet après-midi si vous voulez shorter le dollar. L'impact de l'inflation pourrait aussi bien être haussier que baissier, comme vous le savez. Alors bonjour vous Bildo, bonjour Brigitte, Dylan un mot sur l'USD Yen, très bien. Alors je continue sur l'euro AUD, c'est la deuxième question. On va faire des petites paires en euros étant donné que voilà, c'est l'euro hein, qui était boule hier. Donc l'euro AUD cassure de la résistance. Bon bah écoutez, l'euro il semble partir pour poursuivre sa hausse. Maintenant attention, vous voyez que là il est en train de tester ce seuil psychologique qui était la résistance en mai 2016. Techniquement, je pense qu'il pourrait aller beaucoup plus haut. Il pourrait aller jusqu'à 1,16, 1,60 pardon, excusez-moi. 1,60 maintenant, voilà, encore une fois, je vous rappelle que l'euro est corrélé au dollar. Ce qui veut dire que si le dollar rebondit cet après-midi, l'euro baissera. Voilà, ça, il faut en être conscient. Donc, si vous êtes à l'achat sur l'euro, honnêtement, gérez votre risque, mettez un risque faible. Voilà, c'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner parce que vraiment un retournement de ce momentum haussier
pourrait arriver rapidement et très et rapidement, tout simplement. Voilà, je ne dis pas qu'il y en aura un, mais c'est possible. C'est, j'ai envie de dire, en termes de probabilité, c'est autant possible qu'on ait une poursuite de la tendance, qu'on ait un repli. Voilà, honnêtement, comme je l'ai dit, hein, cette hausse de l'euro n'est d'un point de vue fondamental pas justifiée. C'est simplement des flux qui reviennent des États-Unis vers la zone euro parce que voilà, la réforme fiscale commence à peser de plus en plus aux États-Unis. On voit que les divergences entre le Sénat et la Chambre des représentants continuent à être présents. Donc voilà, le marché préfère entre guillemets se diversifier en payant voilà de l'euro qui est la deuxième zone économique peut-être la plus puissante. Hein. Donc euh, donc voilà, en tout cas l'euro c'est la deuxième devise la plus forte, enfin la plus présente dans le monde en termes de quantité. Voilà, donc l'euro AUD, ça semble être haussier. Maintenant, je ferai attention au positionnement. Choisissez l'APR qui vous intéresse le plus sur en euros et mettez un risque assez limité parce que honnêtement, je ne serais vraiment pas surpris que l'euro se retourne la semaine prochaine ou prochainement. Voilà. Maintenant, voilà, à court terme, on voit que au niveau purement d'analyse technique, hein, au niveau purement d'analyse technique, c'est haussier et le cours teste une résistance actuellement et la prochaine résistance sera 1,60. Et il ira probablement l'euro UD chercher les 1,60. L'euro yen, l'euro yen, eh bien c'est un range, hein, comme on l'avait indiqué en début de semaine, hein, un range entre 131,67 et entre 134,25. Donc là, l'objectif de l'euro yen, c'est d'atteindre le haut du range. Maintenant, attention, comme vous avez pu le voir sur la slide au début du webinaire, le yen progresse ce matin, il progresse fortement, donc ça fait pression sur l'euro. Donc voilà, si vous êtes trader à l'achat sur l'euro yen à court terme, vous pouvez prendre des bénéfices à ce niveau de prix. C'est tout à fait justifié, excusez-moi. Alors oui, Christophe, le yen monte, mais les indices japonais chutent. Voilà, c'est typiquement de la version au risque hein, que vous décrivez ici, Christophe. Les indices baissent, le yen monte. Et que ce soit le Nikkei ou l'euro ou l'Eurostoxx ou le S&P. Regardez un petit peu ce graphique. La catégorie en jaune, c'est les indices boursiers. Voilà. Hier, nous avions les mêmes chiffres. Hein. C'était dans le rouge. Aujourd'hui, c'est dans le rouge. On a clairement une prise de bénéfice. C'est un petit peu surprenant parce que nous sommes habitués depuis le début de l'année à avoir que des nouveaux records un petit peu partout. Donc forcément, quand on a une journée dans le rouge, on est, on le voit, hein, c'est la bulle qui est en train d'exploser, etc., etc. Alors que faut remettre les choses dans le contexte, c'est plutôt normal. Hein, c'est des phases de respiration, des phases où le marché est en appétit pour risque, des phases où il y a de l'aversion. Et dans les phases d'appétit pour risque, il y a des phases de correction sur chaque indice. Donc parfois, même dans les phases d'appétit pour risque, eh bien on a le S&P qui peut clôturer à la baisse, nous avons l'Eurostoxx 50 qui peut clôturer à la baisse, on a des sous-performances, des sous-performances, mais là clairement depuis le début de la semaine, on est en inversion pour le risque, les marchés actions ne progressent pas. Depuis la semaine dernière, le CAC, les marchés actions européens perdent plus de 3%. Regardez. Puis le point haut, il y a 12 jours, donc 2 semaines, moins 5% de l'Eurostoxx. Pour ce qui est du Dow Jones, en une semaine, moins 1,34. Bon, c'est pas grand chose, hein, moins 1,34, mais bon, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu moins 1,34 sur le dos. Hein. Voilà, c'est pas non plus très, faut aussi voir les choses d'un point de vue relatif. Hein. Et pour le Nikkei, bien, au vu de son ascension, bien voilà, c'est un couteau qui tombe. C'était un petit peu annoncé, hein, dans le sens que quand vous avez plus le momentum est solide, et plus le retracement a de chances à être violent. Voilà. Donc là, on a eu un fort momentum. La baisse du Nikkei, c'est au moins jusqu'à 38,2. Et le point d'entrée pour passer à l'achat, qui serait intéressant, c'est 21 160, 21 722. Je redis mon explication au niveau de l'appétit et de la version pour risque, enfin ma vision, pardon, de ce climat du marché pour du moyen terme. Moi, je vois les marchés actions progresser de nouveau à partir du début d'année prochaine. Voilà, janvier, ça devrait repartir à la hausse. Mais d'ici janvier, ça me semble peu probable. On a la réforme fiscale qui pèse. On a le Venezuela qui pèse de plus en plus. Enfin, on voit, hein, il y a de plus en plus de tensions, enfin d'inquiétude. Nous avons la Catalogne
le dossier de la Catalogne qui n'est pas fermé, hein, les nouvelles élections, les élections anticipées auront lieu le 21 décembre prochain. Donc voilà, on a quand même des facteurs qui viennent un petit peu compromettre l'appétit pour le risque et qui créent donc un climat d'aversion pour le moment. Bon, maintenant le poids lourd vraiment, hein, la forte inquiétude, c'est la réforme fiscale, hein. Si demain la réforme fiscale est passée et validée et qu'elle est mise en place dès l'année prochaine, que ce soit pour le taux d'imposition des entreprises ou le taux d'imposition des particuliers, eh bien ça sera un nouveau bull market que nous connaîtrons. Donc voilà, on a trouvé trois raisons, mais c'est plutôt vraiment une qui crée cette aversion pour le risque. Voilà, donc c'est tout à fait normal, on a des phases de respiration. C'est un petit peu surprenant quand on voit ces chiffres-là, hein, quand on voit que les marchés actions se replient, mais bon, quand on se remet dans le contexte, bon, c'est pas très non plus, comment dire, très inquiétant. Voilà. Alors l'euro, excusez-moi, je me suis éloigné. Donc l'euro yen, l'USD yen. Donc le yen monte, mais les indices japonais chutent. Alors oui, en plus de ça, donc le Nikkei, on a une corrélation négative avec le yen. Donc forcément, si le yen progresse, le Nikkei baisse. Et d'un point de vue technique, la divergence baissière est validée. Donc là, concrètement, le Nikkei, pour ceux qui sont baissiers, vous pouvez y aller jusqu'à 21 160 à mon avis, hein. Voilà, au moins 50%. Au vu des tendances sur l'Eurostoxx 50 et Wall Street, bon, je ne serais pas surpris que le Nikkei revienne à 21 000. Un mot sur le SDN, il a l'air de alors, excusez-moi, il a l'air de se diriger vers les 112 de la part de Dylan. Alors oui, hein, bah, force du yen, faiblesse du dollar, donc il revient vers 112. 112 est un niveau de prix, comme je vous l'ai dit, intéressant pour passer à l'achat, donc c'est précisément 112,40. Est-ce qu'on achète directement à 112,40? La réponse est non. Non, il ne faut pas acheter à 112,40 parce que c'est un niveau de prix comme support. Faut attendre des signaux haussiers, donc une divergence haussière sur du H4 par exemple. Quand le cours est sur un niveau de support solide et qu'on a une divergence sur du H4, c'est un bon signal d'achat. Pour le moment, le momentum, que ce soit sur du 4 heures, du journalier ou du 1 heure, il est baissier. Donc là, l'USD Yen, il est baissier. Vous pouvez même, en intraday, hein, ça se short jusqu'à 112,40. Maintenant, encore une fois, attention à votre positionnement sur le dollar. Il y a l'inflation, l'IPC qui est publié cet après-midi. Voilà, donc on fait rapidement l'ensemble des paires majeures, hein. L'USD-CHF baisse, forcément, hein, c'est tous les, vous l'aurez compris, hein, c'est tout le dollar qui baisse, donc tous les paires majeures qui se retournent. Voilà. L'USD CAD neutre. Neutre, pourquoi? Eh bien parce qu'on a également une baisse du pétrole. Vous voyez, le pétrole qui est revenu à 50 $, donc le scénario a été atteint, 55 $, pardon. Donc le scénario a été atteint. Donc forcément baisse du dollar, baisse du pétrole, ça compense et en final, ça fait un USD CAD qui est neutre. NZD, USD neutre, voilà, tout simplement. GBP haussier. C'est pas parce que la livre est haussière, hein. C'est simplement parce qu'il y a une baisse du dollar, donc ça fait progresser la livre. Si vous regardez l'euro GBP, il est haussier. Voilà. Vous voyez bien que l'euro c'est la devise haussière depuis hier. Et donc la résistance elle est à 0,90. Est-ce qu'il faut shorter à 0,90? Encore une fois, les 0,90 c'est pareil que les 112,40 sur les yens, c'est-à-dire que c'est un niveau de résistance. Mais maintenant il faudra attendre une divergence baissière, un signal baissier pour vendre. C'est pas parce que le cours atteint une résistance qu'il faut vendre. Voilà, faut attendre des signaux. Et un signal, pour moi, ça peut être une divergence. Que ce soit une divergence sur le RSI ou le stochastique ou la MACD, peu importe, une divergence. D'ailleurs, on peut voir ensemble les différentes rapidement, hein. Alors pour ceux qui ne connaissent pas pour real time, hein, pour ajouter un indicateur, vous allez ici, vous sélectionnez l'indicateur et vous allez sélectionner l'indicateur de votre choix. Voilà. Et globalement, tous ces indicateurs-là vont donner des divergences presque au même moment, hein. Regardez par exemple, on va sélectionner la dernière divergence haussière. Alors sur le rouge BP, dernière divergence, voilà, ici. Vous voyez, des points hauts de plus en plus haut. Nous sommes d'accord? Point haut de plus en plus haut, point haut de plus en plus bas. Donc, divergence, divergence, et divergence. Voilà, donc, peut-être que le plus simple à retrouver, c'est la MACD. Vous voyez que MACD, c'est vraiment, il y a des couleurs, c'est un peu plus ergonomique,
peut-être un petit peu plus facile à trouver des divergences. Maintenant, bon, stochastique c'est un petit peu plus compliqué, mais comme vous pouvez le constater, il n'y a pas réellement tous ces indicateurs-là sont des indicateurs de momentum, c'est des oscillateurs, et donc ils ont tendance, ils ont une action précoce à celui du prix. C'est pour ça qu'un indicateur de momentum, en général, en tout cas la théorie, dit que un indicateur de momentum va donner des signaux en avance que le prix. Bah, donc il devrait donner des signaux en avance que par exemple si vous tradez des breakouts ou des pullbacks sur l'action du prix. Bref. Alors, donc les 112, il a l'air de se diriger vers l'USDN vers 112. Oui, Dylan, moi, USDN 112, ça se joue. Tac, tac, tac. Euh, alors Dylan, oui, donc voilà, direction 112. Hein. Bonjour, est-ce qu'il y a un moyen simple pour voir si en intraday l'Europe superforme ou pas les US? Alors en intraday, pas forcément. Hein. Alors, quand vous voulez dire superforme, c'est au niveau de l'euro face au dollar ou face aux paires aux indices boursiers. Parce que si c'est les indices boursiers, non, il n'y a pas vraiment de façon de voir. À part, vous regardez la performance ici, vous voyez que moins 0,15 pour l'Eurostoxx 50. L'équivalent de l'Eurostoxx 50, ça va être le Dow Jones, Wall Street chez IG. Donc le Dow Jones, moins 0,22. Donc vous pouvez voir que celui qui sous-performe, c'est Wall Street. Maintenant attention, là, l'Eurostoxx est coté, ici, c'est le futur. Donc, voilà, il y a une erreur quand même comment dire, c'est pas forcément la même chose. Hein. C'est pas forcément comparable. C'est pour ça qu'en intraday, sous-performance, sous-performance, ça s'analyse après à la clôture. C'est-à-dire que hier, vous pouviez dire si l'Eurostoxx avait sous-performé. Mais en intraday, en soi, étant donné que les horaires sont décalés, il y en a un parfois c'est le futur, il y en a d'autres c'est coté, c'est au comptant. Voilà, c'est compliqué de dire lequel sous-performe d'un point de vue réel. En tout cas, si on devait comparer actuellement au vu du futur de Wall Street et au vu de la cotation de l'Eurostoxx actuellement, vous voyez que l'Eurostoxx est moins 0,15, Wall Street moins 0,23, donc Wall Street, le Dow Jones fait moins bien que l'Eurostoxx, donc soit vous pouvez dire que l'Eurostoxx sous-performe Wall Street, ou alors Wall Street sous-performe l'Eurostoxx. Voilà, les deux sont bons. C'est une question de point de vue. Comment détecter un rebond technique, Philippe? Eh bien alors un rebond technique, moi j'ai pour habitude de les analyser déjà, donc un rebond ou un renversement sur un niveau de prix technique, donc support, résistance. Donc si le cours arrive sur un support, on a une divergence en 4 heures, eh bien c'est un signal haussier. Maintenant, est-ce qu'on va avoir le rebond à 100%? Non, il y a aucun signal qui vous donnera 100% de probabilité de réussite. Maintenant, pour moi, c'est l'une des stratégies les plus simples et peut-être la meilleure que je connaisse pour détecter les rebonds. C'est vraiment divergence plus le prix sur un support. Et pour un renversement, eh bien, le prix sous une résistance. Vous voyez que le cours teste une résistance. Le momentum s'oriente à la baisse. On a une divergence baissière qui se crée. Et là, on a un signal baissier de retournement. Alors, je regarde pour vos questions. Comme ça, je vais pouvoir continuer. L'euro-yen. Donc, alors, pardon, excusez-moi, Catherine, l'euro-UD, j'ai pas bien répondu à votre question. Très haut, H1, D1, RSI 9, stock, va-t-il retracer? Alors, H1, D1, donc l'euro UD. Alors oui, hein, les momentum sont très hauts en H1 et en D1. C'est pour ça qu'il faut faire attention pour cela, Catherine, sur les positions en euros et même pour tout le monde. Hein. Regardez les RSI, que ce soit l'euro UD, excusez-moi, je repars. L'euro yen, bon, il n'est pas très élevé. L'euro dollar, il est quand même en zone d'excès. L'euro GBP arrive en zone d'excès. Donc voilà, le momentum de l'euro est quand même assez et arrive en surachat. Voilà. Donc que ce soit en D1, alors là nous sommes en 4 heures, excusez-moi. En D1, il est quand même assez élevé. Il teste une résistance. Et en H1, on a une divergence baissière qui se crée. Attention. Vous voyez que là, on a des points hauts de plus en plus bas.
et là des points hauts de plus en plus hauts. Donc divergence baissière qui se crée, qui est loin d'être validée, mais qui est en train de se former. Voilà, une divergence sans validation n'est pas réellement exploitable. Regardez ici, là nous avions une divergence, pourtant elle n'était pas exploitable. Voilà, donc l'euro AUD, bon, là il y a un niveau de résistance comme je vous l'ai dit à 1,56, un 56 qui correspond à ce niveau-là, comme vous pouvez le constater. Nous sommes pile poil dessus, hein. Mais si on a une cassure et surtout une clôture au-dessus de ce niveau de prix, ce sera un signal haussier direction des 1,60. Mais honnêtement, voilà, j'y crois moyen. Maintenant, si je devais payer l'euro actuellement, ça serait oui face à la UD. Face à la UD ou face au CHF. Voilà. Pourquoi? Bien parce que CHF, bien que c'est une devise refuge et qui est donc susceptible d'être payée actuellement, dès qu'on aura l'appétit pour risque, eh bien cette devise retracera. Et elle retracera plus que l'euro parce que déjà elle est corrélée à l'euro et en plus de cela, d'un point de vue fondamental, eh bien la Suisse sous-performe la zone euro. Voilà donc l'euro CHF. Si je devais payer l'euro, ça serait face au CHF ou face à la UD. On passe sur donc le trade du jour, on va regarder ça ensemble, quelle devise superforme, quelle devise sous-performe. On va exclure le dollar parce que le dollar, il y a l'IPC cet après-midi. Donc voilà, je ne veux pas nous faire de nouveau sortir bêtement. Donc l'euro dollar. Donc là, on va regarder les paires majeures pour voir quelle devise superforme et quelle devise sous-performe. Donc l'euro dollar, ah non, c'est l'euro qui est haussier. L'euro dollar haussier, voilà. Tac. Laquelle est la plus haussière? Donc l'euro. Laquelle est la plus baissière, mis à part le dollar? Ah, on a le yen, pardon, qui superforme l'euro. Donc le yen, c'est à payer en intraday. Et la devise la plus faible, alors USD. Alors j'ai bien l'impression que ce soit le NZD. Ah, ou alors la UD. Non, c'est la UD. Donc AUD NZD, ah oui, mais AUD NZD c'est le même problème que hier, c'est-à-dire que les volumes sont réalisés pendant la séance asiatique. Euh, donc sinon à part le NZ, à part la UD, enfin à part le NZD, la UD yen, la UD yen, voilà. C'est pareil, le volume réalisé par un sens asiatique. Euh, bon, là a priori la UD yen il va aller chercher 85. Hein. Déjà ça c'est presque sûr. Hein. 85, ça semble assez évident. Maintenant est-ce qu'il ira chercher plus bas? Honnêtement c'est possible. C'est possible, mais encore une fois tout va dépendre de la réforme fiscale. C'est ça qui m'embête un petit peu parce que si la réforme fiscale est passée, le yen sera délaissé parce que le marché repartira en appétit pour risque. Donc le yen et le UD seront délaissés. Donc nous n'aurons pas forcément de tendance sur le yen, nous aurons la même chose que nous avions ici. Vous voyez que c'était vraiment une consolidation, donc pas grand chose. Donc si la réforme fiscale, tout va dépendre de la réforme fiscale pour cette paire de devises. Maintenant peut-être que alors le CAD face à la UD CAD. Ah, mais le CAD est en repli en ce moment. Alors donc là nous avons le CAD sur support, étant donné que le pétrole est sur support. L'or, comment se situe-t-il? L'or est en haut, voilà. Vous voyez que la stratégie de range, concrètement, elle est valide. Maintenant, attention, pour ceux qui disent est-ce que c'est le moment de vendre l'or étant donné que nous sommes en haut du range? Non, pas aujourd'hui. Surtout pas, vu la tendance du DXY, étant donné que le DXY est baissier, ça va soutenir l'or. Donc là, la stratégie de range trading, pour le moment, elle s'arrête là. Maintenant, si le pétrole se repart à la hausse, nous pourrons vendre l'or. Mais pour le moment, voilà, plus de vente de l'or en haut du range. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, le range trading était plutôt efficace. Donc, pétrole sur support, donc le CAD sur support, le yen bullish, l'euro bullish, le dollar baissier, le GBP en attend des statistiques cet après-midi, enfin ce matin, pardon. Le NZD baissier un petit peu. Le yen CHF, alors CHF yen, regardons un petit peu. CHF yen, je pense que ça peut se vendre. Voilà, CHF yen.
Bon, non, ça CHF yen, il n'y a pas réellement d'un point de vue technique. Moi, en intraday, je serais plus sur une sous-performance hein, du yen, donc un CHF yen plutôt baissier comme ce que nous avons ici. Jusqu'à où? Eh bien, potentiellement jusqu'à 114, c'est le niveau de support 114, 113, voilà, nous avons cette oblique haussière. Maintenant, voilà, ça vaut pas vraiment le coup de passer à la vente pour ce nombre de pips. Euh, j'ai bien peur, Catherine, que l'euro AUD, ça soit la devise la plus intéressante en intraday. Maintenant, bon, le cours est quand même sous résistance. L'euro AUD, alors c'est compliqué hein, pour aujourd'hui. Les convictions, alors je vais regarder vos questions. Si vous avez des convictions, dites-les moi. Comme ça va peut-être je vais peut-être voir des choses que je ne vois pas. Alors, divergence RSI MACD, merci, Sto en 4 heures limité. Alors, stochastique en 4 heures, oui, assez limité quand même. Hein. Décision réforme fiscale, c'est quand? Alors, décision, elle n'est pas planifiée, hein, c'est lorsque le Sénat sera d'accord, lorsqu'elle enverra une nouvelle copie. Donc, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans une semaine. Voilà, il y a pas de deadline, il y a pas de date précise. Voilà. La Maison Blanche et le marché espèrent que cette réforme sera passée avant la fin de l'année. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, c'est pas forcément prévu pour aujourd'hui, c'est pas forcément prévu pour cette semaine, mais le plus tôt, mieux ça sera. Est-ce, est-ce que c'est ce week-end-là, date décisive pour la réforme fiscale? Donc voilà, comme je vous l'ai dit, bon, réforme fiscale, c'est pas forcément ce week-end. On dit par exemple que Apple n'a aucun rapport avec la réforme pour son bilan. Alors, il n'y a pas d'impact direct. Maintenant, bon, vous savez que Apple, c'est quand même une des entreprises qui a le plus de cash à l'étranger. Euh, justement, le but de cette réforme fiscale américaine, le but, je me rappelle de Donald Trump, c'est le premier but, c'est de soutenir la croissance, mais c'est également de faire revenir ces fameux profits des banques, des grandes entreprises qui sont logées dans des entre guillemets paradis fiscaux, donc les faire revenir aux États-Unis. C'est, il me semble, ce qu'avait fait Bush dans les années 2000. Alors je ne suis pas sûr, information à vérifier, mais bon, voilà, le but c'est cela pour relancer l'investissement et pour faire revenir du cash aux États-Unis. Voilà, donc dans son bilan premier, non, il n'y a pas forcément d'impact. Maintenant, je vous rappelle que quand même, si Apple fait revenir du cash aux États-Unis, elle va devoir quand même payer des impôts. Certes, il y a une baisse des impôts, mais va devoir en payer. Et plus que, à mon avis, plus, je ne connais pas précisément le montage fiscal de Apple, moi je ne suis pas du tout expert là-dessus, mais à mon avis, elle paiera quand même plus d'impôts que si elle gardait son cash à l'étranger. Donc, voilà. Est-ce que ça impactera son bilan? Oui. Maintenant, est-ce que ça va faire l'intégralité du bilan? Non. Voilà. Et à mon avis, même si on part du principe qu'elle va rapatrier du cash aux États-Unis, elle va pas rapatrier ces 100 milliards de dollars de cash. Hein. Elle va rapatrier petit à petit, etc., etc. Je vous rappelle que Apple a énormément d'obligations américaines, d'obligations d'État américaines. Et en fait, c'est l'Irlande qui a le plus d'obligations de trésor américain. Pourquoi? Eh bien parce que c'est les entreprises qui sont logées en Irlande, et vous savez, les entreprises passées en Irlande, bon, nul besoin de les citer, hein, ces mastodontes technologiques, eh bien c'est eux qui, avec leur profit, leurs bénéfices, qui achètent énormément d'obligations américaines d'obligations d'État voilà, pour se protéger, pour avoir un rendement, pour faire fructifier, etc., etc. Bref, nous ne sommes pas là pour parler de cela, même si c'est très très intéressant. Et puis en plus de ça, je ne suis pas expert en la matière. Voilà, donc alors alors je regarde rapidement il faut que je trouve une inspiration pour le trade du jour. Moi, la première idée que j'aurais, ça serait la UD yen. C'est celle qui a le plus de tendance. La UD yen, donc il est à 85 63, je pense qu'il y a un potentiel baissier jusqu'à 85, le stop psychologique. Donc il y a une soixantaine de pips à aller chercher. Soixantaine de pips, voilà, ça se joue. Maintenant, voilà, ne soyez pas surpris s'il y a peu de volume pendant la journée parce que c'est l'AUD face au yen. C'est deux devises qui sont majoritairement tradées pendant la séance asiatique.
Voilà, écoutez, moi je n'ai fini avec ce point de marché, je n'ai plus rien à rajouter. Honnêtement, le seul conseil que je vais vous donner, c'est faites attention à l'inflation américaine qui pourrait, voilà, nous ne sommes pas à l'abri qu'il y ait un retournement de tendance sur le dollar cet après-midi. Je ne dis pas qu'il y en aura un, mais il faut garder cela à l'esprit. Voilà, merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne. Alors, idée trading, Catherine. Voilà, comme je vous ai dit, la UD Yen, direction 85. Pour moi, ça me semble, c'est ma plus forte conviction ce matin. Comme je vous l'ai dit, maintenant, c'est deux devises qui sont tradées beaucoup pendant la séance asiatique, majoritairement pendant la séance asiatique. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de mouvements pendant la séance européenne et pendant la séance américaine, honnêtement, ne vous inquiétez pas. Voilà. C'est une devise qui est tradée une paire qui est tradée pendant la séance asiatique. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et écoutez, je vous donne rendez-vous demain pour le prochain point de marché en espérant que nous ayons des bonnes tendances sur le FX. Voilà. Merci à vous et bonne journée.